Téléspectateurs de Monde TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Merci de votre constante fidélité pour votre plateau Réflexion politique. Réflexion politique, le plateau sur lequel on voudrait sensibiliser, éduquer, tout simplement parler des sujets cruciaux, des sujets assez importants pour la nation et pour les citoyens en général. Voilà, 40 ans de lutte contre le sida ont permis l'acquisition d'une importante connaissance de la maladie. Il est tout de même aujourd'hui essentiel de continuer à développer les mécanismes mis en place pour cette lutte qui passe par l'éducation et la sensibilisation, mettre au courant les populations sur l'évolution en termes de dépistage, de la prise en charge pour comprendre pourquoi se faire dépister, pourquoi c'est essentiel vraiment de se faire dépister et quels sont les gestes ou comportements à adopter. Téléspectateurs de Monde TV, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlerons de VIH-Sida. Nous avons des invités pour en débattre, pour en discuter, pour pousser la réflexion et des personnes qui ont une solide expérience en la matière. Comme invité, nous avons Madame Djerma Oumou Diarra. Elle est directrice exécutive du réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH. Madame Djerma, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Merci de votre disponibilité sur ce plateau. Merci. Deuxième invité sur ce plateau, il a aussi une folle motivation, énergie, je dirais même pour cette lutte-là. Pour ceux qui le connaissent très bien, c'est un homme de terrain, il n'arrête pas. Il s'agit de Monsieur Mathieu Yamadou da Silva Fernandez. Il est président de l'association Mais Amis pour une solidarité plus élargie au Mali, Amazop Mali. Monsieur Fernandez, bonjour. Bonjour Fadima. Merci de vous rendre disponible. Merci. Ça va? Oui, ça va. Tout se passe bien. Téléspectateurs de Monde TV, voilà notre thème d'aujourd'hui pour ce plateau de réflexion politique s'intitule VIH-Sida, mobilisation et sensibilisation au Mali. On va voir avec nos invités comment se passe cette mobilisation et sensibilisation sur le territoire national. Voilà. Mais avant cela, on aimerait bien avoir un peu une idée sur le VIH-Sida au Mali. Un bref historique, je dirais tout simplement. Monsieur Da Silva, s'il faut faire un bref historique du VIH-Sida au Mali, que diriez-vous? Bon, je dirais quand même que même si ce n'est pas très confortable aujourd'hui de parler aujourd'hui de l'historique du mois que nous sommes aujourd'hui avec la maladie, avec tout ce qui en suit, mais quand même il faut reconnaître quand même que cette maladie déjà, c'est depuis les années 80. 80, imagine quelqu'un qui est né en 80, en 1980, 2024, ça fait beaucoup d'années. Ça fait 40 ans, 44 ans. Ça fait 44 ans. Déjà qu'on est en train de faire tout pour toujours chercher une solution. Donc ça fait 40 ans, 44 ans. D'accord, il y a eu beaucoup d'initiatives. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de programmes. Beaucoup de programmes. Ça nous amène également même à penser également à toutes ces vies, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause du VIH. D'accord, comme vous venez de dire, il y a pas mal de programmes, pas mal d'initiatives. Madame Djerma, vous aussi, vous avez une solide expérience. Depuis le temps, vous regardez tout ce qui se passe et c'est vrai que c'est encore là. Cette maladie, elle est encore là. C'est quand même pas de gaieté de cœur de parler de l'historique de ce combat-là, mais on peut quand même souligner ici que le Mali fait partie des pays quand même qui ont pu mettre en place des sacrés programmes, des sacrées stratégies pour pouvoir sensibiliser. Effectivement, je pense que j'aime voir celui de Mathieu. Effectivement, il y a eu beaucoup de progrès. Et quand on essaie de voir au début, ce n'était pas facile pour la personne qui va avec le VIH de se rendre dans un centre pour dire qu'il va aller faire le dépistage. Après avoir connu son statut sérologique, c'était difficile. Quand je me rappelle, quand les gens rentraient au CESAC de Bamako, le CESAC de Bamako, c'est le premier centre communautaire qui a été créé par 4 Santé Plus dans les années 94, où vraiment le CESAC de Bamako est près du centre commercial. Donc ce qui fait que quand les gens entraient, ils avaient un foulard
qu'ils mettaient sur la tête et rentraient. Et les personnes vivant avec le VIH étant reçues par Arcade Santé Plus, qui est Arcade Santé Plus, qui était Arcade Sida hier. Vraiment, il y avait vraiment cette prise en charge vraiment pluridisciplinaire qui était mise en place par Arcade Santé Plus, où les personnes vivant avec le VIH accueillaient les PVVIH, en plus d'Arcade du personnel, d'Arcade qui sont là, qui étaient au sein du CESAC. Donc il y avait 2 associations, Association malienne d'assistance pour les personnes vivant avec le VIH et Association féminine d'aide et de soutien aux veuves et orphelins du sida. Donc c'est là-bas, avec Arcade, que le personnel d'Arcade qui accueillait les PVVIH, qui leur donnait vraiment le soutien moral. Il y avait la goutte de parole qui était faite par Cœur Ouvert, qui était fait par le professeur Omar Traoré, qui permettait à la personne de pouvoir quand même vraiment, parce que le traitement n'était pas disponible, c'était cher, plus de 600 000 par mois. Vous voyez, donc vraiment, je peux dire que le traitement, c'était ce goût de parole, ce soutien du psychologue et des associations et le personnel d'Arcade Santé au sein du CESAC. Ça me rappelle encore cet état de fait, ce mécanisme à son temps que Arcade a mis en place, donc on même faisait équipe avec quelqu'un, déjà par rapport aux soins à domicile, où ce n'était pas facile. Les soins à domicile, c'était à peu près l'accompagnement psychologique, social, même à domicile. Donc il fallait montrer notre dynamisme, c'est-à-dire transporter notre dynamisme dans les familles à l'époque. Donc ce n'était pas facile. Déjà l'équipe même de soins à domicile n'était même pas bien accueillie. Mais avec tout ça, il fallait insister, il fallait faire quelque chose. D'accord, ça veut dire que ça a été tout un cheminement jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est même pratiquement démocratisé. Il faut savoir qu'il y avait le programme national de lutte contre le sida aussi qui était là. Je me rappelle quand il y a eu l'accompagnement de la chorale des veuves et orphelins du sida par le personnel du CESAC à travers Arcade. Mais c'était important où le thème c'était Journée internationale de la femme. Et le thème c'était Femmes et Sida. Et je me rappelle au temps du chef de l'État, Alpha Omar Konaré. Donc je me rappelle la première dame on était la accompagné à la chorale pour chanter, pour montrer à l'État que les personnes vivant avec le VIH sont là. Il n'y a pas de traitement. Les gens sont en train de mourir du VIH. Et dès le retour, il y a eu une délégation. Je me rappelle, c'était le ministre de la Santé, c'était Fatmata Nafo, et son équipe qui sont arrivés tout de suite au CESAC pour aller rencontrer les gens, donner le soutien. Et quelque temps, il y a eu vraiment une enquête sociale où il y a l'initiative de mettre vraiment l'initiative malienne d'accès aux antirétroviraux qui a été mis en place. Donc il y a eu un éveil de conscience. Parce que l'initiative d'accès était là tout de suite. On dirait qu'il n'était pas au courant, il ne croyait pas, mais il y a eu le déclic tout de suite. Donc c'est qu'il fallait tout en son temps, la politique vraiment, en son temps, c'est bien mobilisé. Donc ils ont fait vraiment face aux soucis. Parce que déjà, ils ont écouté. Parce que ça me rappelle déjà cette émission de Anis Roman qui a été faite à peu près déjà en 2000. Où déjà, c'est les PVVIH, les femmes vivant avec le VIH, qui sont passées sur le plateau dire que nous sommes femmes vivant avec le VIH. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'était également une interpellation, aussi une justification par rapport à l'existence de la chose. Et ça a été vraiment répondu en retour. Ou ce que m'a dit, les autorités en son temps, une prise en charge vraiment sanitaire, se sont vraiment réveillés. Ils ont déjà quand même mis toute une initiative en place pour faciliter déjà l'accès au traitement, qui n'était pas accessible à tout le monde. Parce qu'imaginez, dans une famille, il fallait payer 600 ou 600 et quelques mille pour une personne. Sur l'année ou sur le mois? C'est mensuel. D'accord. Wow. Tu vois? L'accès déjà, la compréhension sur la maladie n'était pas tant que tel. Il y a eu du chemin, il y a eu du chemin. Mais ce qui est-il, le taux de prévalence est là. Les chiffres sont là. Quels sont les chiffres pour le Mali sur le taux de prévalence? Vous avez des chiffres, je suppose, vu que vous êtes à cheval sur le domaine. Le taux de prévalence. Bon, le taux de prévalence aujourd'hui, nous sommes à peu près aux alentours de 0,8%,
qu'il y ait vraiment un effort conjugué de tous les acteurs. Je dirais d'abord de l'État, qui a mis beaucoup de choses, beaucoup de dynamisme en place, beaucoup de programmes en place, déjà pour arriver à ça. Donc on a senti vraiment la présence de l'État et aussi quand même un effort également bien conjugué des acteurs de la société civile. D'accord. Voilà. Et je pense qu'on peut en dire un peu plus. D'accord. Voilà. Sur tout ça, le taux de prévalence, les chiffres, c'est rassurant quand même. C'est bon. C'est rassurant, mais il y a des chemins à parcourir. Non. Il y a encore des chemins à parcourir. Parce qu'on veut aller à l'élimination. Comment il faut aller? Il y a tout un accompagnement qu'il faut faire. Les partenaires nous accompagnent et on a toujours besoin de l'État, surtout dans cette situation de crise socio-politique dans laquelle le pays se trouve. Vraiment, on a des chemins à parcourir. D'accord, revenons un petit peu. Voilà, on va peut-être donner comme ça la possibilité à certains téléspectateurs qui n'ont pas vraiment une idée de qu'est-ce que c'est que le VIH-Sida, qu'est-ce que c'est que cette maladie, comment elle se manifeste. Si je pose cette question comme ça, c'est quoi le VIH-Sida, assez rapidement, assez subtilement pour nos téléspectateurs qui n'ont pas vraiment l'information. Monsieur Da Silva. Bon. C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. Bon, je dirais quand même le VIH, aujourd'hui, en ce sens, quand même, la définition quand même est connue de beaucoup de personnes. Parce que c'est toujours se souvenir quand même de ces 3 modes de transmission. La transmission par voie sexuelle, par le sang sué et aussi la transmission verticale, la mère à l'enfant. Donc, ce que je dirais par rapport à cette transmission, c'est aujourd'hui, c'est de voir, c'est de pouvoir faire aujourd'hui notre propre évaluation du risque personnel. C'est ce qui est le plus important. L'évaluation du risque personnel nous amène aujourd'hui à se dire, est-ce que moi, je suis concerné? Est-ce que moi, je peux être infecté par le VIH? Donc, cela dit, aujourd'hui, que j'ai parvenu à faire également une auto-évaluation de ma personne. C'est dire aujourd'hui, par exemple, si je prends un exemple, aujourd'hui j'ai à peu près 40 ans. Un exemple. À 40 ans aujourd'hui, en 2024, mais à quel âge j'ai eu mon premier rapport sexuel? Je dirais, j'ai réfléchi, Donc, je dis par exemple 16 ans. À 16 ans moins 40 ans. 16 ans moins 40 ans, ça fait à peu près 24 ans. Ça veut dire que moi je suis sexuellement actif, ça fait 24 ans. Et ça m'amène encore à se dire avec qui j'ai eu ce premier rapport sexuel. Et de cette première personne, est-ce qu'elle était infectée? Est-ce qu'elle n'était pas infectée? Est-ce que ce rapport était protégé? Et de cette première personne, aujourd'hui, à 24 ans, en 2024, je suis également à combien de personnes que je connais? Et combien d'entre elles sont positives, ne sont pas positives? Est-ce que je me suis protégé? La question est là. Donc c'est dit aujourd'hui, autant on veut apprendre les B.A.B.A. du VIH, c'est autant également c'est de pouvoir faire notre propre évaluation. Ce qui est d'une importance très capitale. C'est-à-dire que je fais partie. Et que si je deviens positif, ce n'est pas parce que les réactifs l'ont fait, non. Parce que j'ai passé par un comportement pour l'avoir. Il y a ça. D'accord. Et quel est votre constat aujourd'hui de ce comportement-là vis-à-vis de pas mal de citoyens? Il y a quand même des citoyens qui sont très à cheval là-dessus, qui vont se dépister, qui vont faire un contrôle. Mais quelles sont, par exemple, vos observations? Parce que vous avez plein d'activités, je le rappelle ici pour nos téléspectateurs, mais vous êtes quand même dans des actions et des activités qui sont très à cheval par rapport à cette sensibilisation et cette lutte. Quel est votre constat aujourd'hui? Est-ce que vous remarquez une différence il y a 15 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il y a un relâchement. C'est vrai qu'on est à cheval, mais il faut reconnaître qu'au moment où on parlait du programme national de lutte contre le sida, il y avait les caravanes qui étaient faites à l'endroit de la population. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses. Même il y a eu la caravane transfrontalière. C'était qui? C'était les religieux. On avait peur des religieux. Parce que parler du VIH religieux, c'était un tabou.
Mais aujourd'hui, ils en parlent à la prêche. C'est qu'il y a une sensibilisation dans le passé. Mais les sensibilisations ont diminué. Ce n'est pas c'est faute des moyens financiers. En tout cas, ce qui a fait que... Et puis, il faut aussi voir l'image de la personne qui va inclure. Avant, c'était une personne maigre qui était au lit. Ça a été un problème. Et ça continue de suivre notre lutte. Alors qu'une PVVH, elle est comme vous, elle est comme moi. Ce n'est pas écrit sur les fonds de qui que ce soit, que tu es séropositif. Ou bien. Donc, ce qui est une erreur pour les jeunes. Pour les jeunes, ils se font infecter. Quand tu essaies de voir... Ça a trompé l'opinion sur la maladie. Bien sûr, bien sûr. On s'est dit, on est tous pareils, mais on a relâché par la suite. Mais bien sûr, parce que quand tu essaies de voir le taux de prévalence des jeunes infectés de 15 à 24 ans, c'est alarmant. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est alarmant. Ça nous interpelle tous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces jeunes-là puissent comprendre que le VIH est là? Ce sont les bras valides du pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans leur foyer conjugal se sont fait infecter par le Levira et le Sorora, la polygamie, etc., etc. Mais les jeunes à côté, ils sont là. Donc, alors que le VIH n'est pas encore combattu. On n'a pas eu un traitement curatif contre cette infection à VIH. Elle est là. Et les jeunes sont sexuellement actifs. Et c'est ça le problème. D'accord, donc vous remarquez vraiment cette disparité des périodes, hein, de sensibilisation, oui, d'engagement, oui, et la spontanéité, parce qu'il y avait quand même une certaine spontanéité. Moi, j'ai souvenir, par exemple, de mon temps de lycée, il y avait beaucoup d'activités au sein des établissements scolaires, au sein des lycées, des collèges, comme quoi. En tout cas, il y avait l'engouement. Maintenant, il serait aussi intéressant de savoir qu'est-ce qui a freiné ça, qu'est-ce qui fait que il y a un relâchement et peut-être comment repartir avec. Mathieu, vous avez par exemple une idée, des pistes? Moi, je dirais pas directement un relâchement, mais ce phénomène, moi-même, ça m'étonne beaucoup. Parce que comme vous aurez dû remarquer dans ces années où on avait la coordination des clubs anti-sida scolaires universitaires du Mali, donc qui avait pour mission de mettre des clubs anti-sida dans tous les établissements, et au moins chaque établissement organisait au moins 1 ou 2, 3 conférences sur le VIH par an, et accompagné également en son temps par les acteurs politiques et aussi par le programme national de lutte contre le sida, qui déjà avait mis vraiment et avait réservé une place importante et privilégiée pour la jeunesse. Et aujourd'hui, ce n'est pas le même dynamisme. Et pourtant, le comportement n'a pas changé. Et d'ailleurs, on s'est dit, il y a pas mal de situations de vulnérabilité que nous continuons quand même à enregistrer. En son temps, on ne pouvait pas parler trop de jeunes, de jeunesse et de drogue. Mais aujourd'hui, la réalité est que au Mali, aujourd'hui, nous sommes à peu près du côté des utilisateurs de drogue injectables. Nous nous retrouvons avec 5% des personnes et des jeunes, quand même, des personnes quand même, qui sont infectées par la transmission et par rapport aux outils qu'ils utilisent. Et pourtant, qui sont ces jeunes? Bonne question. C'est nos frères, c'est nos parents, c'est nos propres enfants qui y vont. Et moi, je me dis quand même, il y a une nécessité aujourd'hui de revoir encore la prévention, de les dynamiser. Ça existe encore. Mais de ce côté, je tire même chapeau encore à la société civile, qui déjà continue, mais quand même, il faut toujours quand même renforcer. D'accord. D'accord, revenons un peu par rapport à une personne qui malheureusement se trouve infectée. Voilà, ça arrive malheureusement encore beaucoup, trop même souvent. Et comment se passe cette prise en charge, l'aperçu d'une prise en charge aujourd'hui? Vous avez, pour que nos téléspectateurs puissent avoir un peu d'aperçu par rapport à cela? Je pense que la prise en charge, elle se trouve dans les SESCOM, elle a été décentralisée. Des CCRF, des hôpitaux, CCRF, SESCOM. La prise en charge de la PVVH, il y a une décentralisation par rapport à ça. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas au CCRF, tu vas au SESCOM, tu te procures de ton traitement
dans la confidentialité, puis je reviens, sans problème. Et le dépistage aussi. Le dépistage aussi, c'est fait au CESCOM, au CCRF et dans les hôpitaux. D'accord. Le choix revient aux citoyens lambda. Je vais aller ici, je ne vais pas aller là. Et puis voilà. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a nettement une évolution. Bien sûr. Ah, oui. S'il y a une évolution, parce que parlant de cette évolution, on doit quand même, on remarque aujourd'hui cet engagement de l'État en son temps, qui a accompagné Arcade Santé Plus en son temps, en tant qu'acteur de la société civile, déjà à mettre des unités intégrées dans toutes les centres de santé de référence. Et ça a été les premiers trucs déjà, où déjà l'État et la communauté se mettent ensemble pour répondre à un besoin. Et cet état de fait a été vraiment c'est plus que salutaire. Parce que là, et encore, l'État a continué en décentralisant jusqu'au niveau CESCOM. Parce que quand tu prends un peu le cheminement de la santé, c'est l'hôpital, CCRF, CESCOM. C'est-à-dire CESCOM, c'est dans les quartiers. C'est-à-dire qu'à partir du centre de santé, des centres de santé communautaire de mon quartier, je peux me faire dépister. Quand je suis dépisté, je peux me faire traiter. Et encore mieux, aujourd'hui, quand tu prends ce parcours de la personne infectée par le VIH, aujourd'hui, on a des pères navigateurs. Des pères navigateurs qui sont formés, qui prennent le médicament, qui l'amènent jusque chez les patients, à partir de son rendez-vous. Et c'est les pères navigateurs qui appellent les patients. Ah, médecin tel, où est-ce que je peux te trouver pour te remettre ton médicament? Chose qui n'est quand même qui est spéciale au Mali. D'accord. Non, ça dit qui est spécial au Mali. C'est-à-dire aujourd'hui, quand j'avais peur d'aller, mais ça dit même si tu vas au CESCOM, tu ne veux pas venir prendre un traitement, parce qu'on salue quand même cet engagement politique en son temps du général Amadou Toumane Touré, paix à son âme, qui déjà, je me rappelle, lors d'un engagement d'un 1er décembre, il a avoué en disant que ce n'est plus que sa volonté, ce n'est plus que le malade qui va vers les médicaments et que ce soit les médicaments qui vont vers le malade. Et aujourd'hui, ce dynamisme est mis en œuvre, mis en action et continue, soutenu encore par la communauté qui est là. Ça veut dire que cette communauté est déjà dans une reconnaissance. S'il continue quand même à maintenir la stratégie, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance par rapport à celui qui l'avait initié. Et pourtant, cette chose, ça continue encore. Parce que moi qui viens me cacher, qui ne vais pas aller au CESCOM pour faire le rang, pour prendre mon médicament, c'est quelqu'un qui m'appelle en toute discrétion, j'ai ton traitement, je vais te le donner à main. C'est vraiment salutaire. Ce serait salutaire, hein. Cette démarche-là vraiment est très salutaire. Et c'est bien pour nos téléspectateurs d'avoir cette information-là. Parce qu'on a toujours tendance à voir le père éducateur. Le père éducateur a plutôt cette approche de... Conseillers psychosociaux. C'est ça, non? Ouais. Les conseillers psychosociaux. Ouais. Effectivement, les RIMA+, on a une 60aine au niveau des Kaï, Kouloukoro, Mopti, Bamako et Gao. Donc, nous, sur le GC7 Fonds mondial, sur Arcade Santé Plus, qui est PIAR, TB, VIH. Donc, ces CPS-là jouent un rôle d'accompagnement. On va revenir plus en profondeur avec les rôles, mais en entendant, on aimerait bien savoir par rapport à la prise en charge, par rapport à cette maladie, à la charge virale, on voit des chiffres qui défilent très souvent. On a vu 80, 90 et aujourd'hui, on voit du 95, 95, 95. On aimerait savoir qu'est-ce que c'est, Madame Djerma, qu'est-ce que c'est que le 95, 95, 95? C'est quoi? D'accord, merci. Je pense que c'était 90, 90, 90. D'accord. C'est la stratégie de l'ONU-SIDA. Maintenant, on est à 95, 95, 95. Premier 95, c'est de permettre à ce que dans la population malienne, 95% des Maliens puissent aller au dépistage, puissent se faire dépister. Et parmi ces deuxième 95, ceux dépistés positifs est un traitement antirétroviral. Et le troisième 95 répond à la charge virale. Parce que premier 95,
dépistage, deuxième, traitement, troisième, charge virale. Parce que tant que tu commences un traitement, tu connais ton statut, à 6 mois déjà de traitement, tu as une charge virale indétectable. Tu ne peux pas transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Même dans le cas de la transmission, mère à l'enfant. D'accord. Combien de fois les arrivées sont assez efficaces quand on observe au traitement et cette politique, comment elle est mise en place? Comment elle est mise en place bon, tu sais ce qu'est Fadima. Aujourd'hui, on dira que, par exemple, on dira que la mise en œuvre de ces objectifs de l'ONU-SIDA a été quand même soutenu par l'État. Parce que sans une volonté de l'État, on ne peut pas le faire. Sans une volonté, l'État aussi a quand même une société civile très dynamique, très engagée, qui est là, qui accompagne. Comme elle a eu à le dire, déjà que quand les 95% soient dépistés, c'est pour éviter que ces 95% de la population soient dépistés et égarés dans la nature. Qu'on ne les dépiste pas positifs, mais encore, on n'en fait rien. Mais on les maintient dans les traitements. Et les maintenir dans les traitements, c'est-à-dire le suivi aussi est assuré. Parce que le traitement n'est pas seulement donner le traitement. Parce qu'il faut comprendre également que quand tu prends le traitement antirétroviral, c'est un traitement à vie. Et un traitement à vie, étendu à vie, jusqu'à ce qu'on ait quand même l'espoir du vaccin un jour. Mais quand même, et elle a parlé d'observance. Il faut déjà que cette personne soit accompagnée par tous ceux qui sont les acteurs communautaires, qui lui disent prenez, qui l'accompagnent psychologiquement, que la personne soit observante, qui prend un traitement au moment indiqué, et la quantité indiquée et aux heures indiquées, pour qu'il y ait une observance. Et c'est cette observance qui nous amène à parler de la stabilité de la charge virale, qui devient indétectable. D'accord. Donc, c'est-à-dire la charge virale, c'est la charge du virus. C'est la charge du virus du sida qui est indétectable. C'est-à-dire arriver à un moment, à cause de l'efficacité du traitement, le virus même, la charge n'est même pas, c'est insignifiant. Insignifiant. On l'a toujours dans le corps, mais elle est insignifiante, elle n'a pas d'effet réel et on vit notre vie. Normalement. Sans problème. Ouais. Par rapport à cette charge virale aussi et les procédures de tout cela, il y a aussi beaucoup cet objectif qu'on veut atteindre, c'est d'avoir 0% voilà, de transmission, d'élimination et surtout de la transmission mère-enfant. De quoi il s'agit, cette transmission, que les téléspectateurs puissent avoir plus d'informations là-dessus? Moi, je pense que on peut commencer par ce dont je parlais, les 3,95. Quand on parle de l'élimination, il n'y a pas un autre traitement pour l'élimination. C'est avec les traitements ARV qu'on peut aller à l'élimination. On ne parle plus même de PTM, on parle de ETME, élimination de la transmission mère à l'enfant. Parce qu'une mère séropositive peut donner naissance à des enfants sans les infecter. Et ça, c'est important. Quand les femmes acceptent, il faut que les femmes acceptent et soient accompagnées par leur mari d'accepter de faire le dépistage à la grossesse. Premier trimestre de la grossesse, c'est important. La première fois que la femme va au centre, c'est important qu'elle se fasse dépister. C'est pourquoi on aurait souhaité même que le dépistage de la femme enceinte soit systématique pour sauver ce nouveau-né. Parce que dans les pays comme le Rwanda, il y a zéro élimination. Il n'y a pas question qu'une femme enceinte séropositive donne naissance à un enfant. Avec le VIH, non. Ça, c'est inadmissible. Et pourtant, c'est possible. Alors qu'ici, les enfants sont en train de naître avec cette infection à VIH. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a... Parce que les textes n'ont pas testé avant ou pendant la grossesse? Ça peut être ça. Ils n'ont pas été très... On n'a pas le statut sérologie, ou bien si elles le savent, est-ce qu'il n'y a pas un problème de stigma qui les empêche d'être observants au traitement? Si toutes les femmes arrivaient à faire vraiment le test, femmes enceintes, je le répète, arrivaient à faire le test au moment de la grossesse, l'élimination de la transmission mère à l'enfant aura quand même beaucoup diminué.
Je pense qu'à 4, à une stratégie, je ne vais pas anticiper. L'implication des hommes aussi reste vraiment important pour accompagner les mamans à ce qu'elles puissent accepter le dépistage. Et le mari les accompagne au fait que si elle est séropositive, oui, bien sûr, on a des coups sérodiscordants. L'homme est infecté, la femme n'est pas infectée, ou vice-versa. Étant donné que avec le traitement ARV, il y a une élimination, il n'y a pas de transmission. Donc pourquoi ne pas accompagner son époux ou son épouse afin qu'elle puisse donner naissance à cet enfant-là? Je pense que c'est important. La vie de l'enfant reste importante. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais me tourner vers M. Da Silva, est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui fait le test, elle se rend compte qu'elle elle a la maladie, elle suit le protocole, le traitement pour ne pas infecter son enfant, elle met au monde ce bébé et ce bébé, il se trouve que les résultats sont totalement négatifs, est-ce qu'après le bébé a sa vie normale? Est-ce que, parce qu'il y a aussi cet imaginaire en disant, pendant qu'elle accouche, on fait les tests, c'est zéro, il n'y a rien. Et quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, est-ce que l'enfant peut-être ne peut pas être infecté? En fait, je vais bien préciser. Il y a tout un suivi. Au moment après l'accouchement, l'enfant doit bénéficier des sirops de prévention. Il y a des sirops de prévention qui administrent à l'enfant dès l'accouchement, selon son poids, par la sage-femme ou l'agent de santé. Et la maman doit être toujours observant au traitement ARV. Elle donne le sein. Elle peut bel et bien donner le sein. Mais elle doit éviter l'allaitement mixte. C'est-à-dire, tantôt je donne le sein, tantôt je donne le lait artificiel. Ça, c'est dangereux. Ça peut jouer sur le suivi de l'enfant. Et en même temps, il y a tout un suivi de l'enfant qui est fait mensuellement chez le pédiatre pour aller montrer l'enfant. Parce que l'enfant prend un sirop. Il y a le sirop cotrimazole que l'enfant prend. Et il y a le PCR de l'enfant qui est fait dès l'accouchement aussi. 2 mois, 3 mois encore, c'est encore fait. Et c'est à 18 mois qu'il y a le dernier test qui prouve que l'enfant n'a pris l'anticorps de sa maman. Donc c'est le dernier test qui confirme réellement si l'enfant est infecté ou pas. D'accord. Donc c'est tout un processus, tout un protocole assez rigoureux. Assez rigoureux. Par rapport au traitement... assez rigoureux, mais... quand même, c'est quand même c'est un suivi. Oui, mais qui repose, sauf que ça repose déjà sur l'apport de beaucoup de personnes. C'est ça. Parce que pour que la femme enceinte, depuis son dépistage VIH positif, déjà qu'elle parvient quand même à avoir quand même des personnes qui la soutiennent, déjà depuis ce niveau. Parce que pour que la dame enceinte, déjà séropositive, enceinte, vienne voir la sage-femme accoucher, il faut qu'elle soit quand même préparée psychologiquement, qu'elle doit qu'elle soit à un niveau. Pour que la sage-femme sache que j'ai à disposition une femme séropositive. Et si cela n'est pas fait, la sage-femme même n'est pas informée. C'est-à-dire elle-même elle est exposée. Et d'autres femmes peuvent être exposées. C'est pourquoi on demande qu'il faut quand même l'apport de beaucoup de personnes. Et comme elle a dit, déjà de son entourage, mais si elle est déjà dans un couple, il faut qu'elle soit accompagnée par son époux. Moi, je suis un homme, je pense que aujourd'hui c'est aussi un message très important qu'il faut le dire. Parce que c'est aujourd'hui, même si ce n'est pas le cas, c'est dit aujourd'hui que nous les hommes, qu'on ait cette affection qu'on a pour nos mamans, qu'on essaie de donner un peu, une partie à nos épouses. C'est des femmes. Parce que nous venons d'une femme. Et la femme, si elle est accompagnée, je pense qu'il y a quand même l'objectif de l'élimination qui est atteint. C'est le non-accompagnement quand même qui va engendrer toutes les conséquences. Et il faut impliquer la famille, impliquer les maris, et également dire aller même faire le dépistage. Aujourd'hui, comme elle a parlé que le dépistage des femmes enceintes soit systématique. Il faut d'abord parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, quand on dit, bon, on te fait un prélèvement de temps, oui, un prélèvement de palu, oui, un prélèvement de dose, oui,
Mais si c'est le VIH, attends, il faut que j'aille demander à mon mari. Il faut que j'aille demander à ma belle-mère. Il faut que j'aille demander à ma belle-sœur. Et si ceci existe déjà, la femme elle est bloquée. Et si elle est séropositive, et sans l'aval de ces personnes-là, ça veut dire que c'est un souci. Ça veut dire qu'elle est en train de préparer la naissance d'un enfant séropositif en futur. Donc il faut cet accompagnement. Il le faut. Et il faut que chacun joue ce rôle. Que nous également, que ça soit systématique. Et même déjà, moi je dirais même, au lieu d'aller même dans le couple, c'est-à-dire que ça soit qu'avant, au moins je ne sais pas si vous le constatez, il y a beaucoup de personnes qui nous venaient déjà pour faire les dépistages qu'on appelle les dépistages prénuptiales. Les dépistages avant le mariage. C'est aussi important. Donc, il y a aujourd'hui, on ne dit pas des noms, mais on a de ces personnes qui ont été dépistées, qu'il y a eu des couples discordants qui se sont dit, même s'il y a le VIH, nous on continue notre union. C'est important. Au moins, c'est quand même important de savoir son statut et de voir quels sont les comportements à adopter et surtout faire en sorte que... On protège aussi notre entourage. Hein. Quand on connaît son statut, on protège son entourage. C'est ça aussi, ce message peut-être qu'il va falloir renforcer et le dire. Par rapport au traitement, vous avez déjà dit par rapport à ce protocole ou cette procédure pour vraiment éviter cette transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou même pendant l'accouchement, il y a aussi d'autres traitements qu'on a pu voir sur le marché. Ça a évolué, ça a changé, c'est toujours le même processus. Aujourd'hui, les traitements de nos jours, qu'est-ce qu'on a comme traitement de nos jours? On a eu dans le temps des AZERT. Aujourd'hui, c'est quoi? On est à quel niveau par rapport à ça? Da Silva? Bon, le traitement, je pense que je préfère que Oumou réponde au traitement. D'accord. Ouais. On va commencer. Il y a le sirop de Nevirapine, il y a l'azidovidure. Ça, c'est pour les enfants? Oui, les enfants. Voilà, ok. Pour maintenant, comment ça se passe, ce protocole de traitement? Voilà, en gros, les gens sont assez curieux. Peut-être que c'est ça aussi qui freine. Mais c'est un sirop, hein. Pour les enfants, c'est le sirop qui donne à... Dès que l'enfant est né, la sage-femme, elle pèse l'enfant et selon le poids de l'enfant, elle donne. Mais elle donne le reste à la maman. Avant, c'était une semaine. Après, on a vu 2 semaines. Maintenant, c'est jusqu'à ce que le sirop, l'enfant prend tout, la quantité du sirop. Donc, la maman, le protocole est là, l'heure est donnée à la maman. Donc, elle tire selon le poids de l'enfant. Donc, elle donne à l'enfant. À chaque période dont la sage-femme a constaté et a demandé à ce que l'enfant bénéficie du traitement. Souvent, c'est 2 fois, matin et soir. Souvent, c'est 1 fois. Ça dépend des traitements. Ça dépend des traitements. Et pour les grandes personnes, parce que les gens sont assez curieux. Peut-être qu'il faut rendre tout ça assez digeste pour les gens aussi, pour se dire qu'on arrive à comprendre. Parce que même dans l'adolescence, étant collégienne, lycéenne, on aurait pu dire oui, le traitement pour le VIH-Sida, ça arrivait à prendre par exemple 20 comprimés par jour, 15 comprimés par jour. Je pense que cette communication aussi est essentielle pour dire aux gens que peut-être que de 20 comprimés, c'est passé à un seul comprimé. Je ne sais pas. Aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, on a un comprimé. Comme vous l'avez si bien dit, 20 comprimés, 10 comprimés, 15 comprimés, 11. Aujourd'hui, c'est un seul comprimé par jour. Une seule prise par jour. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Une seule prise par jour. Une seule prise. D'accord. Ouais. Oui. Fernandez, par rapport à ce traitement, qu'est-ce qu'on doit comprendre que... Bon, quand même, le traitement, comme on le dit, aujourd'hui, le traitement, la quantité du traitement, quand même, a beaucoup réduit. Et parce que ça parle un peu de toute cette évolution scientifique qui a amené quand même, imaginez, de 15-20, comme tu le dis, à un seul comprimé, ça veut dire que tout est regroupé dans une seule molécule et qui est bénéfique pour la personne. Et imaginez, encore, c'est devenu également quelque chose de très facile pour cette personne qui est sous ce traitement à vie, qui était là en train de prendre 6 comprimés par exemple à midi, 6 le soir, 6 encore la nuit. Et aujourd'hui, cette personne qui se trouve à un seul comprimé.
ça c'est déjà un allègement, même psychologique. Parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui, que le premier remède de la maladie, c'est avoir cet équilibre psychologique. Être bien avec sa tête, bien dans sa tête, bien dans son corps. Et là, ça va quoi. D'accord, pour être bien dans sa tête, bien dans son corps. Ouais. J'ai compris aussi que c'était important l'accompagnement. Ça, c'est pour être bien dans la tête. On a aussi cette politique du papa modèle. Voilà, pour nos citoyens qui ne savent pas, c'est quoi papa modèle dans cette sensibilisation, dans cette lutte contre le VIH-Sida. Madame Germa? Bon, je pense que papa modèle, c'est une activité. Déjà, il y a assez. Bon. Pas assez. C'est relatif. Pas assez. Je pense que c'est une initiative d'Arcade, une activité d'Arcade à laquelle nous, on a été associés. Je pense qu'elle a d'une importance capitale parce que les autorités même ont accompagné cette activité-là dans les centres de santé où vraiment c'était d'encourager les femmes qui ont quand même fait le dépistage et ont fait le suivi jusqu'à 4 CPN. C'est ça, non? 4 CPN. Et vraiment, leur mari aussi qui les accompagnait était un exemple de papa modèle. Ouais. C'est bien ça, Mathieu? Oui, oui. Voilà. C'est 4 CPN, avec l'accompagnement du mari, était un papa modèle. Ouais. Parce que ça permettait à ce que tu accompagnes ta femme au centre, même en cas de dépistage, tu l'accompagnes à ça. Chaque fois qu'elle va à son suivi prénatal, son mari est à côté d'elle. Et ça, c'est un soutien important. En fait, le papa modèle, ça veut dire c'est le monsieur qui est exemplaire. Non, tous les hommes sont pratiquement exemplaires. Je dirais pas, même ceux qui ne sont pas papa modèle sont quand même exemplaires. Oui, comme on le dit, c'est le modèle. Oui, c'est le modèle. Mais qui est plus disponible, qui est plus engagé. Tu peux te rendre disponible, mais si tu n'as pas assez de temps. Ouais. D'accord. Voilà, il y a certains qui dégagent leur agenda. Ouais. Je dois aller, bon, je vois ma femme, tu as le carnet de la femme, bon, tu dois aller. Donc, attends, je prends un rendez-vous au service. Donc, je t'accompagne. Après, tu déposes la femme, puis tu vas au service. C'est ça le papa modèle. Mathieu, je te laisse continuer. Oui, c'est-à-dire, je dirais que même ce matin, sans savoir qu'on allait même aborder ça, j'ai vu quand même un cas où j'ai passé ce matin au service de Kalabankoro. J'ai vu un cas, une connaissance, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah bon, si j'accompagne madame, voilà. Donc il doit faire sa CPN. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que tu es en train de répondre à un objectif? Il dit, hey Mathieu, laisse-moi. Et moi je dis, mais il faut continuer. Sans se rendre compte. Sans se rendre compte. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, dans cet état de fait, Arcade même est allé au-delà. Parce que moi, je me rappelle aujourd'hui, en tant qu'acteur communautaire, agent communautaire, j'ai été beaucoup associé à la mise en œuvre de ces processus de papa modèle. Où déjà, en dehors des papas qui accompagnent au CPN, on était en train d'aller, c'est-à-dire on a improvisé. C'était d'organiser des groupes de discussion dans les garages, dans les ateliers de menuiserie, là où il y a les chauffeurs de taxi qui se regroupent. C'est-à-dire dans le secteur informel, dans les quartiers. C'est-à-dire c'était uniquement, même s'il y a la femme qui veut dire non, je vais venir à votre rencontre, non, les femmes ne font pas partie. C'était uniquement que des hommes. On avait le thème, on parle de ça, pour leur dire il est temps que chacun essaie de montrer quand même ça, de montrer son rôle, de répondre à cet engagement. Ce n'était pas un forcing, mais c'était autour de discussions, comme on le fait, avec des thèmes bien ciblés, et on l'organise. Et la durée n'était pas aussi que ça. C'était sans pour autant, même, ce n'était pas contraignant. Donc on vient. Et après, même, il y a des gens qui demandent, ah, mais Mathieu, ça fait longtemps qu'on ne vous voit pas. Hein. Nous, sûrement, j'avais formé un autre groupe pour venir. Et l'idéal, c'est-à-dire le succès de la chose, c'était quoi? C'est après que moi-même, j'ai pu constater de ces personnes qui ont participé, qui étaient avec leur épouse. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, qu'est-ce que vous nous avez appris? Il dit, ah, c'est bien, c'est super. Est-ce que papa modèle est forcément l'époux?
est-ce qu'il est forcément l'époux? Il peut être le frère, il peut être le cousin, ou bien c'est plus pour l'époux? C'est l'époux. D'accord. C'est l'époux. Papa modèle, c'est l'époux. Ouais. Ça peut être un fiancé, en tout cas c'est l'époux. Nous on le voit, on partage de l'enfant qui partage l'intimité. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est l'époux. Parce que c'est l'époux, hein, parce que tu sais que c'est l'époux en ce sens que parce que la femme, sa première crainte quand elle découvre, soit quand pas sur le compte de Oumou, surtout quand elle découvre qu'elle est surveillée, quand elle est la première à savoir qu'elle est infectée, la première inquiétude, le premier souci, comment annoncer à mon mari et comment il va comprendre et comment il va s'en prendre. Donc, papa modèle, c'est... Savoir si lui aussi il est infecté. Voilà, si lui est... Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est par rapport à beaucoup de est-ce que, déjà qu'il faut aller vers des initiatives du genre. Papa modèle, vraiment, c'est bien, moi, je pense. Il y en a toujours pas mal. Il y en a toujours pas mal qui sont là, qui suivent le processus, qui gardent le mental, qui restent forts toujours, qui ne craquent pas, qui ne... Non, il y en a. Ça surtout, l'idéal est que quand tu accompagnes ta femme, au moment du dépistage, il y a toute une information qui est donnée à vous deux. Le prétexte, c'est fait à deux. Le mari est là, la femme est là. Donc, toutes les informations concernant la maladie est partagée. Donc, il y a plus de fortes chances, quand elle est dépistée et que c'est la femme qui est positive, l'annonce va permettre au mari d'accepter son époux. Si le prétexte est bien fait, l'annonce, il n'y a pas de problème. À la présence du mari, ça c'est déjà un atout pour la pauvre femme qui est là, qui aura des soucis. La grossesse même, c'est un problème. Quand tu tombes enceinte maintenant, tu te soucies comment je vais accoucher. Comment va se passer ma grossesse? Est-ce que j'ai cet enfant-là, comment il va naître? Est-ce que... Et aussi, on vient t'informer que tu es séropositif. Ça c'est un autre problème. Mais déjà, si tu as l'accompagnement du mari, déjà, ça va. Ça te fait diminuer beaucoup de stress. Et on sait que le stress avec la grossesse, c'est pas facile. C'est pas facile. La femme enceinte doit être accompagnée, vous voyez, afin qu'elle puisse vraiment accoucher dans les meilleures conditions. D'accord. En parlant toujours de l'accompagnement, on voit ce qu'on appelle les CPS. Il s'agit des conseillers psychosociaux. Quel est leur rôle aujourd'hui, la nécessité vraiment de ce pan de corps qui est, je pense, utile, hein, très utile même. Très utile. Leur rôle aujourd'hui, c'est quoi dans la lutte contre le sida? Les conseillers psychosociaux sont vraiment des agents qui ont été formés et qui sont redéployés dans les aires de santé en collaboration avec Arcade Santé Plus. Je pense que c'est Arcade qui a eu l'initiative même des conseillers psychosociaux. Il les a formés, ils ont eu beaucoup de formations. Vous voyez? Et aussi le ministère de la Santé aussi nous a accompagnés. Juste avant que vous puissiez aller plus loin, ce sont des volontaires ou bien ils sont salariés ou c'est des agents de santé déjà à la base? C'est des salariés, c'est des agents de santé communautaires. D'accord. C'est des communautaires issus des réseaux maliens, des associations des personnes vivant avec le VIH, qui ont été formés par Arcade et le ministère de la Santé à travers l'approche différenciée. L'approche différenciée a été initiée par l'initiative de l'ONU-SIDA pour dire que les bénéficiaires doivent être au centre de la lutte. Les acteurs communautaires peuvent beaucoup contribuer à la riposte de l'infection à VIH et peuvent vraiment contribuer à ce qu'on aille à l'élimination. Parce que eux, ils vont dans la communauté. Donc, un acteur communautaire comme un CPS a été formé par Arcade et comme je le dis, avec le ministère de la Santé. Dans l'approche différenciée, il y a la sensibilisation, il y a le dépistage, le prélèvement de la charge virale. Vous voyez? Donc, c'est comme ils ont été formés comme agents de santé, mais ils sont communautaires. Sur les GC7, les REMA+, avec Arcade Santé Plus, on est ASAR, on a une soixantaine de conseillers psychosociaux répartis de Kaï, Kouloukoro, Mopti, Bamako et Gao. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la communauté, ils font la sensibilisation et ils sont accompagnés par les mères mentors, que j'avais oublié de dire. Les mères mentors aussi, c'est les dames qui sont connues de la communauté,
qui sont respectés et qui accompagnent les CPS dans les familles, dans la communauté. Auprès de quelle cible? Femmes enceintes, femmes en âge de procréer. Pour aller les sensibiliser, et celles disponibles font du dépistage. Quand les CPS font le dépistage, celles dépistées positives sont liées aux soins, tout de suite, par la CPS. Parce que maintenant, avant, quand tu faisais les tests, que tu étais séropositif, on disait que tu avais une charge virale qui est bonne, tu vois, mais maintenant, tu es dépisté, tu es traité. Le même jour tu es dépisté, le même jour tu es mis sous traitement antirétroviral. Vous voyez? Donc les CPS ont un lien renforcé avec les patients. Ce qui fait que ceux qu'ils identifient dans la communauté à travers la sensibilisation, le dépistage, sont liés aux soins dans les centres de santé, à laquelle les CPS même sont. Donc, ils les accompagnent à travers les activités de rétention. Rétention, c'est les maintenir aux soins, à travers les activités de groupe de parole, entretien individuel, même groupe de parole par rapport, même celles qui sont enceintes, il faut un groupe de parole, les femmes enceintes, pour les expliquer comme quoi la prise en charge des ARV régulièrement fait que l'enfant peut être sauvé. Éviter ceci, éviter cela. Comme je l'avais si bien dit, l'allaitement mixte aussi fait vraiment que l'enfant peut contracter l'infection à VIH. Donc il y a tout un accompagnement de ces CPS qui font que la PEVIH, elle est à l'aise, elle prend son traitement. Et aussi la DBC, même si ces personnes-là ne peuvent pas venir prendre le traitement, elles sont en contact permanent. Parce qu'il y a un lien de confidentialité entre ces CPS et ces patients. Qui font que, ok, d'accord, je t'amène ton traitement ou je peux t'emmener. Je suis arrivé au bénéficiaire pour dire, trouve-moi au marché, trouve-moi à la maison, etc., etc. Et le jour du prélèvement de la charge virale, la CPS va faire le prélèvement de la charge virale et l'envoie au centre. À domicile et ensuite elle va au centre. Bien sûr, bien sûr. Et l'analyse est détectée. Si c'est bon, le CPS fait un lien entre le patient et l'hôpital. Toujours en permanence, elle donne toutes les informations de ces patients à l'agent de santé. C'est vrai qu'on est agent on a été formé, mais on n'est pas médecin. Il faut souligner ça. Donc tout ce qu'elle fait est contrôlé par l'agent de santé, par le médecin du centre. Donc derrière même toutes ces activités, que ce soit à chaque sortie, les porte-à-porte, les groupes de parole, toutes ces fiches qu'elle fait et qu'elle ramène au niveau de notre siège, au notre bureau, est signée par le coordinateur même du centre. Et aussi il y a la recherche des perdus de vue qu'elles font. Elles vont les patients qui sont perdus de vue. Pour X, Y raison, le patient se volatilise. Voilà, j'ai vu une connaissance, paf, elle quitte le centre. Donc il y a le pharmacien du centre qui la donne la liste et c'est à elle maintenant de rechercher ces personnes. Et cette année, on a quand même pu récupérer beaucoup. D'approcher, puis de ramener voilà, aux soins. Non seulement elle les recherche, mais les réintégrer aux soins. Et ça, c'est important. Elle a un rôle assez crucial et tout. Parmi les rôles aussi, vous avez souligné les acteurs communautaires. Et cette année, on a quand même pu voir aussi une particularité qu'on a vue déjà l'année précédente. C'était vraiment cette prise en charge assez globale. Cette prise en charge assez globale. Monsieur Fernandez, vous pouvez nous dire par rapport à cette approche d'acteurs communautaires menée à plusieurs autres luttes contre le cancer peut-être et autres et le VIH-Sida? Oui, je dirais quand même ces brassages aujourd'hui qui a existé et qui a été une nécessité pour Arcade de tendre la main à d'autres associations de ces pathologies et quand même pour mener les chemins ensemble et pour faciliter beaucoup de choses parce que je dirais quand même que les premiers bénéficiaires directs de toutes ces actions, c'est la population. Donc quand tu prends aujourd'hui Arcade avec l'association de lutte contre la tuberculose, l'association de lutte contre le cancer et l'association également de lutte des personnes qui sont victimes d'hépatite et avec même avec l'association des personnes vivant avec le VIH. C'est à peu près Arcade a compris qu'il est temps, qu'il a été question, qu'il est temps de valoriser toutes ces personnes. Une nécessité connue. Arcade a tendu la main. Et quand on a tendu la main,
Et directement, nous étions cette année à la 5e édition des semaines de dépistage, où déjà l'année passée, je pense qu'on était sur le terrain en commune 1, sur le terrain de Chicroni, où déjà toute une journée, c'est-à-dire toutes ces pathologies sont étalées, disponibles, où la population a accès. Par exemple, cette année, on était à Mayambou, le 7 décembre passé, et sur le terrain en commune 6, et le 14 décembre passé, le 14 décembre, on était à la Fièvre sur le terrain Chaba. Et aussi, Arcade n'est pas le seul, parce qu'il a donné ce parrainage, il a donné cet accompagnement à la mairie de ces communes-là. Donc c'est la mairie, et c'est également une question quand même de remercier quand même cet engagement de ces municipalités quand même qui ont compris aujourd'hui qu'il fallait accompagner Arcade pour une question cruciale, la santé de sa population. D'accord. Et toute une journée, les dépistages étaient disponibles. Tu viens, tu fais le VIH, tu viens, tu fais le diabète, tu viens, tu fais de la tuberculose. Il y avait la radiographie thoracique qui était disponible. Alors que beaucoup de personnes comprennent que s'il faut faire la radiographie, il faut aller à l'hôpital. Et aujourd'hui, tu te dis, l'innovation de la chose est qu'aujourd'hui, nous disposons d'une unité de radiographie mobile que Arcade a à sa disposition et qui est déplaçable, qu'on peut prendre et même amener sur le plateau. On peut faire les choses comme ça. Et les rendus de résultats étaient aussi sur place. Et aussi, toutes ces personnes, même dépistées positives, il y a tout un mécanisme de suivi qui est là. Et c'était en concert avec le centre de référence de tutelle, donc qui était associé. C'est-à-dire, c'était la communauté même. C'est la communauté qui a organisé ensemble et qui a mis en œuvre ensemble. D'accord, ça veut dire que la sensibilisation et la lutte devient de plus en plus transversale. Voilà. Ça veut dire qu'on attire avec d'autres faits et en fonction de cela, on arrive à évoquer tous les sujets. Parlant de ça, quelles sont les conséquences sociales dont les citoyens maliens doivent nécessairement être au courant par rapport à cet état de fait de VIH-Sida? Les conséquences sociales qui peuvent être, on imagine. Quand on essaie de voir la situation par rapport à la violence basée sur le genre, ça c'est un problème. Tu connais ton statut, ou bien tu as un problème avec l'infection à VIH. Il y a ce rejet, cette stigmatisation, cette discrimination. Elle ralentit la lutte. C'est vrai qu'on dit qu'elle a diminué, mais elle est là. Si les gens sont réticents même, les femmes enceintes refusent même pour aller au dépistage, c'est parce que le VIH là, il y a toujours cette stigmatisation et cette discrimination qui est là. Donc il faut qu'on essaie de voir. On a plus peur de ça que la maladie. Mais bien sûr. Le rejet social, il n'y a pas plus de... Ça vaut même pas un mois. J'aurais appris quelqu'un qui travaillait dans un salon, a été rejeté et il est décédé. Il n'y a même pas un mois de cela. À cause du rejet social. Parce que son statut a été connu. Et ça, c'est un problème. Tant que les gens n'acceptent pas la personne va avec le VIH, la démystification de l'infection à VIH, on aura beau faire, ça va traîner. Et un jeune qui vient de connaître son statut sérologique, comment il va se comporter dans le grain? Et si jamais les autres membres de son grain connaissent son statut et qu'ils n'ont pas cette compréhension de l'infection à VIH, ils risquent de se suicider. Ils risquent d'aller au suicide. Donc c'est ça le problème. Ou de fois faire ce qu'il ne doit pas faire. C'est ça. Ou bien propager. Oui, je propage si c'est ça. Donc je pense que ensemble on doit se donner la main pour vraiment combattre cette conséquence de l'infection à VIH. On a vu nos CPS qui ont quand même suivi des gens, les ados. Ça c'est un problème. Ados infectés par le VIH. On a vu une qui s'est retrouvée dans le puits. Tellement elle a été rejetée, une de nos CPS l'a amenée chez elle, elle a accompagné cette fille-là. Mais ce n'est pas son parent. Malheureusement, quand la fille est retournée en famille, quelques jours, on dit que la fille est tombée dans le puits. Elle est décédée. À cause du rejet social. Voilà les conséquences.
Les gens se suicident. Comment il va prendre le traitement ARV? Je ne vais pas aller au centre. Comment je vais prendre mon traitement tant qu'il y a cette stigmatisation qui est là? C'est pas possible. Comment je vais vivre ma vie comme tout citoyen lambda si je suis discriminé à cause de mon statut? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc je pense que tout le monde doit être conscient du fait que c'est ensemble qu'on peut aller à l'élimination de cette infection à VIH. Ces dépistés positifs font leur traitement et on va à l'élimination. Ça va permettre à chacun connaître son statut sérologique, sans rejet, sans stigmatisation, sans discrimination. Je pense qu'on doit quand même mettre un point sensible par rapport à cette question de conséquences vraiment. L'impact social, elle est là. Elle est là. assez énorme. Et par rapport à cet impact social-là, par rapport à nos téléspectateurs, et je pense qu'en préparation de ce plateau, on l'a même évoqué, il s'agit des terminologies, des appellations. Je me souviens dans les années, j'étais encore adolescente, je dirais, mais je dirais plus l'année, en tout cas c'est dans les années 90, où on ne voulait pas employer ce terme de sidéen. Voilà. Sidéen aujourd'hui c'est banni, ça ne doit plus être employé aujourd'hui, c'est choquant. Je pense qu'il y a aussi cette approche d'éducation des terminologies qu'il faut aussi renforcer, peut-être que c'est aussi ça. Oui, bon, moi je pense qu'aujourd'hui c'est d'abord voir la chose de son côté. Est-ce que moi j'accepte? Et si on me le dit? Mais avant d'accepter, c'est qu'on a reçu quand même une éducation. Oui, d'abord c'est dit par exemple, cette terminologie, par exemple, quand on dit sidéen, sidienne, si on le dit à toi, à ta soeur, est-ce que tu l'acceptes? C'est dit comment est-ce que moi j'accepte? Tout ce que tu n'acceptes pas, ne le dis pas à l'autre. Et pourtant, c'est aujourd'hui une réalité. Et cette éducation, elle doit être vraiment transversale. Et déjà, elle doit aller au-delà de toutes nos attentes. Aujourd'hui, du moins qu'on a eu quand même ce mécanisme de papa modèle, il est temps d'avoir également des parents modèles qui parlent quand même de santé ou encore de santé de la reproduction en général à leurs enfants et de tout ce qui l'entoure. Parce que il faut se dire que l'enfant ne reste pas l'enfant. Nous étions aujourd'hui, nous qui sommes sur le plateau, on était enfants hier. Aujourd'hui, nous sommes à part entière des adultes, des parents d'autres enfants. On a grandi. Vous savez qu'on est quand même en conscience qu'on a en face de nos enfants qui grandissent. Et ils doivent grandir avec tout ce que nous, on les apprend. Et on ne doit pas également laisser tout à l'école. Moi, je dirais que la complémentarité, l'école est la complémentarité de ce que les parents commencent. Et c'est très important. L'école doit compléter ce que les parents commencent. Et déjà, je dirais félicitations par exemple à Mandé TV pour un tel plateau où déjà un parent quand même aujourd'hui qui est quand même l'occasion de voir quand même ce plateau. Je pense que c'est comme une formation en sa manière. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, oui, M. Fernandez. Oui. Par rapport à cette terminologie, quand même, c'est l'occasion ici pour moi, en tout cas en femme de médias, de pouvoir interpeller mes confrères, journalistes, de vraiment faire attention dans les communications. Hein. Je pense que dans les communications, de faire attention et de renforcer les capacités. Je pense que ça passe aussi par le renforcement des capacités par rapport à des termes à dire. Voilà. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication à ce sujet, mais on se rend compte que pendant les cérémonies, il y a encore des petits couacs où des maîtres ou maîtresses de cérémonie n'emploient pas les mots, les phrases comme il faut. Voilà, c'est le lieu ici pour moi de faire cette petite interpellation-là. Voilà, on arrive pratiquement vers la fin de notre réflexion du jour. Aujourd'hui, quelques objectifs à atteindre en ligne de mire. Quels sont les objectifs qu'on a en ligne de mire et qu'on veut absolument atteindre, ou le Mali veut absolument atteindre?
Je vais commencer par vous. L'élimination, je pense qu'on en avait parlé. Hein. On en avait parlé. L'objectif à atteindre, c'est vraiment la stratégie de l'ONU-SIDA. Aller à l'élimination. Que chacun connaisse son statut sérologie, prend son traitement, et puis on va à l'élimination. Quand on parle de fin du sida d'ici à l'horizon 2030, là, les gens pensent qu'il y a autre chose. Non, c'est avec les ARV, qui ne sont pas des traitements curatifs. La stratégie des 95 dont on a parlé, c'est à ça qu'on peut aller à l'élimination. C'est ça l'objectif recherché aujourd'hui. Parce que de plus en plus, les financements deviennent très rares. Très rares. Donc je pense que c'est avec ça qu'on peut aller à l'élimination. C'est ça l'objectif recherché aujourd'hui. Je pense que c'est Mathieu autre chose à ajouter. Bon, ce que moi je pourrais quand même ajouter, c'est aujourd'hui quand même c'est une volonté purement politique parce qu'on ne peut jamais se substituer à l'État. Déjà quand même, c'est de dire également, c'est de reconnaître quand même tout cet accompagnement et tous ces dynamismes également de nos autorités actuelles qui sont aussi en train de faire, de jouer un rôle très important dans la mise en œuvre de beaucoup d'actions. Donc, je dirais par exemple, comme si je réfléchis un peu par rapport à la mise en œuvre de nos semaines de dépistage, internationales de dépistage, c'était l'accompagnement, par exemple, de l'État, du Haut Conseil national de lutte contre le sida, et aussi de Madame la ministre, personnellement, qui aujourd'hui, elle est vraiment à saluer, et aussi notre général d'armée, Assimi Goïta. Parce que ça aurait été une autre personne, il a dit c'est pas mon problème. Mais on a constaté encore qu'il y a un dynamisme qu'il est en train de mettre en œuvre à travers. Parce qu'il est à signaler que le général d'armée Assimi Goïta, le président de la République, est le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Exactement. Voilà. Le temps pourrait nous faire défaut. Là, on va se pencher sur quelques pistes de recommandations. Voilà, des pistes de solutions. Vous qui êtes depuis dans ce combat-là, voilà, vous êtes vraiment à féliciter. C'est un honneur pour moi de vous avoir ici sur le plateau de Mandé TV. En quelques phrases, seulement assez rapidement, quelles recommandations Madame Djerma Oumou Diarra pourra mettre ici sur table? Bon, moi, ma recommandation, je pense que je ne vais pas marcher sur la langue de Mathieu, mais moi, je dirais vraiment que l'État a fait beaucoup, mais vraiment, on recommanderait à l'État d'augmenter sa contribution par rapport à la lutte contre le sida. Parce que quand on essaie de voir, on est à 80% sur 80% des financements sur la natte des partenaires internationaux. Et ça, c'est un risque. Nous sommes conscients que le pays se trouve dans une crise sociale. Nous sommes conscients de ça. Et la crise est là, la guerre des djihadistes est là. Si on est en paix et qu'on dort, l'État est en train de faire quelque chose par rapport à ça. Et il s'est beaucoup donné à la lutte contre le sida. Mais aujourd'hui, le VIH n'est pas fini. Et on est en train d'évoluer vers l'élimination, c'est dans 6 ans. Et on attend beaucoup la contribution de l'État malien. Et aussi à la population qu'ils comprennent que seul le dépistage permet de connaître son statut sérologique. Et les ARV, avec les ARV, on peut bel et bien faire sa vie avec l'infection à VIH sans un problème. Il s'en est écrit sur la tête, sur le front de personne. Tu peux bien faire ta vie, tu peux procréer sans pour autant infecter ton enfant. Donc je pense que ça c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Djerma. Monsieur Da Silva, voilà quelques recommandations. Bon, en recommandation, par exemple, moi je dirais déjà, moi je m'adresse surtout à la population, qui est les premiers bénéficiaires de toutes ces actions. Donc, de prendre vraiment à bras le corps tout ce dont l'État, accompagné par la société civile, a mis à leur disposition. Aujourd'hui, je dirais par exemple qu'il est temps aujourd'hui que chacun reconnaisse son rôle par rapport à la lutte contre le sida. C'est de voir aujourd'hui, j'ai ma prise en charge
doit commencer dans mon CSCOM. Et après, il y a les CCRF, il y a l'hôpital. C'est très important. Et aussi que les parents parviennent également à jouer doublement le rôle d'information. Que la péréducation revienne dans la famille. Également que les clubs anti-sida, je dirais, dont je suis quand même un fruit, et reviennent également dans les établissements. Et là, j'interpelle directement le ministre de l'Éducation nationale. Vraiment, y prêter beaucoup attention pour que les établissements soient encore dotés de clubs anti-sida scolaires universitaires. C'est d'une importance très capitale. Parce que nous savons ce que ça donne. Également, moi je dirais c'est un peu tout, quoi. D'accord. Ouais, c'est un peu tout. Merci beaucoup. On espère bien que vos recommandations ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Je suis sûre que ça arrivera là où ça doit arriver. Voilà. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour. Voilà. Nous sommes avec Madame Djerma Oumou Diarra. Elle est directrice exécutive du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH. Madame Djerma, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre contribution de taille. Nous sommes aussi avec Monsieur Mathieu Yamadou da Silva Fernandez. Il est président de l'association Mais Amis pour la solidarité plus élargie au Mali, Amazop Mali. Voilà, pas que ça, il a beaucoup de casquettes, mais c'est une personne de ressources, de terrain, et très engagé depuis plus d'une trentaine d'années. Même, je dirais même un acteur de mise en œuvre arcade. Exactement. Arcade Santé Plus. Exactement. Merci beaucoup pour votre contribution, c'était un plaisir. Merci. Et on ne manquerait pas d'occasion d'aller vous dénicher encore une fois. On connaît très bien vos agendas très chargés. Téléspectateurs de Mandé TV, c'est la fin. On se dit à une prochaine fois. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.